Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Mes chers amis, investir, c'est 30 ans et 1 minute pour tout perdre. Bien sûr, je ne souhaite à personne ce destin funeste, même à mon pire ennemi. Mais il faut être lucide. Personne n'a une boule de cristal. Un territoire peut être riche, plein de potentiel aujourd'hui et demain. Territoire malfamé, délaissé, en proie au pillage et aux tensions sociales et à la barbarie. Mes chers amis, le projet du jour ou le sujet du jour est comment investir et protéger ses investissements dans un territoire pauvre. L'appât du gain et l'avidité ne doivent pas être vos seules boussoles quand vous investissez un territoire. Son évolution institutionnelle, sa population sont d'autant de points d'attention pour évaluer les risques potentiels, risques politiques, risques sociaux, risques ethniques, risques technologiques, et j'en passe. Connaître les risques, c'est bien. Les anticiper pour protéger vos investissements, c'est encore mieux. Maintenant, je vous propose de faire un focus sur un investissement particulier qui est l'immobilier et le foncier. Quand on s'apprête à investir, on voit tout de suite en fait un boulevard d'opportunités, mais on ne doit pas ignorer justement les risques territoriaux en matière d'investissement immobilier ou en matière d'investissement foncier. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, la population mondiale ou la population dans chaque pays a tendance à croître. Ce qui fait que le gâteau ou le magot, le foncier, se réduit, ce qui crée avant tout en fait une tension, mais on a une population de plus en plus en fait qui augmente. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va constater que souvent il y a une inégalité de répartition des richesses dans un territoire. On va avoir 10% des riches qui détiennent 90% des richesses, ce qui se traduit par 90% de la population, par exemple pauvre, va détenir uniquement 10% des terrains ou 10% des richesses en fait d'un pays. Donc cela, bien sûr, ne se fait pas en douceur. Il peut y avoir tout de suite en fait des frustrations. La population peut ressentir des injustices, la population peut ressentir différentes tensions. Prenons les tensions politiques. Donc souvent, et ce que l'on constate en fait dans beaucoup de pays, c'est qu'il y a des tensions politiques liées aux choix qui sont faits par cette même population sur les élus. Donc soit des élus avides qui sont choisis mais qui ne remplissent pas le job, soit des élus qui sont frappés d'une illégitimité une fois en place, et ce qui fait qu'il y a une tension entre la population et les officiels en fait du pays et les institutions. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a un risque politique, en fait, il y a un risque à tout moment, ça peut dégénérer. Comme on peut, sur un territoire, avoir des tensions sociales, et ces tensions sociales sont liées par exemple à un conflit social. Il y a une usine, il y a une entreprise qui s'est installée, qui emploie beaucoup de monde, il y a des grèves, il y a des problèmes. Ça crée une tension entre le patronat et la working class, en fait, la classe qui travaille, pour ne pas dire la classe ouvrière. Et ça aussi, c'est un risque qui peut apparaître, en fait, sur un territoire. Il y a aussi un autre risque, c'est le risque ethnique. Bien sûr, des gens qui vivaient en bonne intelligence et qui vivaient aussi sur un territoire en étant mélangés, partageant en fait le bon ou le bien vivre ensemble, se retrouvent brusquement être séparés pour des questions et des considérations ethniques. Et souvent, cela en fait, ça paraît. Mais qu'est-ce qui se passe en fait justement quand il y a ces tensions politiques, ces tensions sociales et aussi ces tensions ethniques? C'est que votre terrain ou votre maison que vous avez acquis ou que vous avez acheté
il peut être détruit, tout simplement. Votre terrain ou votre maison, vous pouvez être exproprié, soit par la population, soit par des occupants qui sont illégaux, soit par des décisions politiques arbitraires. La justice, en fait, a fait fi, en fait, de votre bien et s'en fout royalement si vous détenez un titre de propriété ou un titre foncier. Et puis, il y a aussi, tout simplement, autre risque, en fait, qui serait donc la liquidation ou la perte, en fait, du bien. Donc, les gens qui viennent et qui s'en prend, en fait, à l'intérieur, en fait, à tout ce que vous avez construit. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut y aller ou non dans ces territoires? Ou plutôt, il faut plutôt préférer, en fait, des ghettos. Parfois, on peut manquer de choix parce que on va acheter un terrain ou on va acheter une maison, mais on se retrouve, par exemple, dans un territoire aisé, dans un territoire riche. Donc là, on se retrouve en fait entre riches. On est, par exemple, dans Wisteria Lane, on est dans une vallée, on est dans de beaux quartiers, donc on est entouré que de riches. Donc on est dans ce bon cœur de riches. À moins d'une révolution nationale ou d'une révolution sociale, on est plus ou moins protégé parce que forcément, il y aurait les forces de l'ordre qui viendraient, la police, l'armée, qui viendraient protéger les aisés, en fait, dans ce quartier. Mais de l'autre côté, on n'a pas le choix, on a acheté dans un territoire qui est un territoire de mixité sociale, où il y a un peu tout le monde, en fait, un territoire, entre guillemets, où la majeure partie des gens, en fait, sont pauvres. Et on n'a pas eu le choix parce que c'est là qu'on a eu l'opportunité. Et comme on dit, à Rome, on fait comme les Romains. C'est-à-dire que vous allez faire partie du décor. Vous allez adopter, en fait, les us et coutumes. En fait, vous allez être comme ceux qui sont, en fait, dans ce territoire. Et l'une des approches, en fait, à avoir, c'est tout simplement, si vous avez une maison, c'est de ne pas exposer des signes évidents extérieurs de richesse. Alors, c'est très simple à dire, mais vous êtes dans un quartier, je dirais, populaire où, voilà, il y a une architecture, il y a un décor naturel dans ce quartier. Il est évident que les gens ne sont pas dupes. Mais ce qui se passe, c'est que si dans ce quartier, vous avez un joyau parmi des maisons ou parmi des choses qui vous distinguent de loin que c'est la plus belle maison, c'est la cible, c'est une grave erreur. Donc, vous voyez avec votre architecte pour, on va dire, pas banaliser, mais plutôt faire fondre dans le décor, en fait, votre maison. Une chose importante, en fait, à ne pas oublier, c'est que dans ce territoire-là, il faut que tout soit légal. Il faut que vos titres, en fait, vos titres fonciers ou vos titres de propriété soient légaux et qu'il n'y ait pas de contestation quelconque, en fait. Si vous faites des extensions, ben, vous ayez les permis. Si vous faites quoi que ce soit, parce que ça évitera, en fait, de vous retrouver, en fait, en risque. Et faut pas oublier que même si vous allez vous fondre dans la masse, mais pensez aussi à sécuriser votre bien. Ça peut pas être comme un moulin. Faut que peut-être que les gens puissent rentrer ou que vous puissiez rentrer, mais il faut pas que ce soit non plus le moulin. Et j'ai envie de dire, si on n'est pas en mesure de faire tout ça, il faut parfois savoir partir avant que ça soit trop tard. Donc, ce qui nous ramène en fait à la question, donc ou à répondre à la question, comment on peut sécuriser ces investissements dans un territoire qui est pauvre. Ça peut être un territoire, ça peut être carrément en fait un pays. Eh ben, la première des choses, c'est que il y a le fait de pouvoir mettre des clôtures, en fait, mettre des clôtures, clôturer, faire en sorte que le foncier, le terrain ou le bien
soit sécurisé. Ça ne doit pas être un bien qui est apparent tout de suite, parce que ça a un gros danger. Ça attire non seulement l'œil, mais aussi, ça peut aussi susciter en fait pas mal de jalousie. Donc, il faut que le bien soit clôturé, soit barbelé, soit protégé, parce que on imagine qu'à l'intérieur, il va y avoir des objets et des biens de valeur. Deuxième chose, aujourd'hui, nous sommes dans une ère du numérique. On peut trouver en fait des systèmes de caméras de télésurveillance ou des systèmes d'alarme de détection qui peuvent avoir un effet dissuasif contre les intrusions. Et le plus important qu'on a envie de parler ici, il y a des gens qui investissent des millions dans un territoire, mais qui n'ont aucune police d'assurance. C'est-à-dire que le bien n'est pas assuré par une compagnie d'assurance. Or, il y a des risques qui existent bien. Donc, j'ai pas parlé des risques ici naturels comme les tremblements de terre, mais il y a des risques sur les incendies, ça peut être des pluies, ça peut être des inondations, des risques climatiques, ça peut être plein de choses, mais le bien n'est pas assuré. C'est totalement inconscient et inadmissible. Et il faut pas oublier aussi que c'est pas un bien qui est posé là comme étant un joyau, un diamant, mais le bien, il y a des gens qui vivent à l'intérieur. Donc, il faut que, en matière de couverture, en fait, du bien, on puisse aussi couvrir personnellement, offrir des garanties personnelles, en fait, aux habitants, en fait, du bien ou quand les propriétaires ou les invités sont dans le bien. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que d'allier des clôtures, des barrières physiques, des portails, en fait, blindés ou avec des clôtures, avec un système de gardiennage ou un système, en fait, de sécurisation, mais aussi avec une protection qui est une protection, en fait, garantie assurantielle, où si le patrimoine, en fait, est attaqué, est vandalisé et détruit, en fait, on n'en perd pas une partie, qu'on puisse, en fait, en récupérer une partie. Ça, c'est un point fondamental. Maintenant, je vais revenir, en fait, sur ce qui a été dit au début, c'est que quand on choisit un territoire, il y a ses populations, sa population. Il ne faut pas oublier que on est dans un monde en tension et que faire partie d'une communauté, c'est très important. On ne peut pas aller vivre dans un territoire, dans une région et être totalement déconnecté des réalités, je dirais, locales. Il faut se fondre dans le paysage. Il y a plusieurs façons de se fondre dans le paysage. Il y a, par exemple, la contribution à des œuvres sociales. Il y a des participations communautaires qui seront réclamées pour ceux qui sont là, pour faire avancer, en fait, des choses. Il y a le fait aussi que dans le territoire, on n'est pas perçu comme un ovni, un objet, personne totalement étrangère, n'en fait pas partie, mais que les gens puissent se dire, au moins, votre destin est lié à ceux des autres. Ça, c'est un point très important. On ne peut pas aller dans son bunker et se dire, j'y vais, mais le reste à côté, on l'a déjà vu à la télé, des très grandes stars appréciées dans un village parce que ils font partie du village, ils viennent acheter le pain, ils viennent discuter, ils viennent totalement se mêler ou se mélanger à la population. Et puis un dernier point aujourd'hui, c'est que quand on investit, il y a toujours un risque sur cet investissement. Même si on investit dans la pierre, on achète un terrain ou on achète une maison. Et il faut parfois, quand on investit dans ces pays ou dans ces territoires en fait pauvres, il faut parfois se dire, on va diversifier les choses. C'est-à-dire que avoir la majeure partie de ces investissements sur des territoires en fait qui sont pauvres, c'est quand même hyper dangereux parce que c'est comme si on mettait tous ses œufs dans le même panier et qu'on secouait un peu le panier. Donc, il faut parfois se dire, et se poser la question, est-ce que faut-il s'éterniser dans ce territoire? Est-ce que faut-il y rester? Si on raisonne d'un point de vue investissement, d'un point de vue investisseur, est-ce que j'ai à m'éterniser sur ce territoire ou j'ai à envisager en fait un départ, à vendre en fait mes actifs pour investir ailleurs et sécuriser les choses? Ça c'est un point, ça c'est une autre question. Maintenant, il y a la question qui est liée aussi à la diversification de ces investissements ou de ces actifs.
l'immobilier est réputé être une valeur sûre, une valeur de refuge, mais parfois, et au regard de ce qui se dit, il y a d'autres formes de se constituer en fait un patrimoine ou d'autres formes d'actifs. En fait, on peut investir dans une entreprise, on peut investir sur les marchés, on peut investir dans de l'or, on peut investir dans d'autres choses. Donc, la question à se poser, quand on a un investissement dans un territoire en fait qui est pauvre, est-ce que cet investissement est voué à rester éternel? Est-ce que je le maintiens et que je compte le transmettre à mes proches? Ou tout simplement, je me pose la question de savoir si je ne devrais pas sortir justement du territoire et investir ailleurs. C'est une question qui reste ouverte et que vous êtes les seuls en fait à l'évaluer. Mais quand vous êtes un investisseur, vous évaluez toujours le risque et vous en tirez les conclusions liées à cet investissement. Donc, pour faire simple, la notion d'investissement n'est pas décorrélée de la notion de sécuriser en fait ses investissements, son patrimoine, parce que dans tous les cas, quand on investit, c'est pour en tirer à la fois un profit et aussi transmettre en fait à tes proches. Donc, il faut qu'on puisse se poser la question de manière lucide et mettre les moyens pour conserver ou garder ces investissements. Il est inconcevable de se dire j'investis, mais finalement, je me suis juste arrêté à l'acquisition des murs et à une peinture. Il faut aussi imaginer que l'investissement, envisagé peut-être dans l'année ou les mois qui suivent en fait l'investissement, être en mesure de sécuriser, de protéger ces investissements en vue en fait de les céder. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'aurai le plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux, soit pour recommander le podcast, soit pour répondre à chaque fois, à chaque épisode, il y a un sondage qui pose des questions et ces questions, je les pose à vous. Donc, c'est pour entamer en fait une conversation et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sou, Gros Sou. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sou aujourd'hui, Gros Sou demain.